sont relégués aux oubliettes. On fait le point en ouverture de ce journal. De nombreux dysfonctionnements ont émaillé le séjour des Lions indomptables au Mozambique. L'épisode le plus rocambolesque, c'est la pomme de discorde entre l'autorité aéronautique mozambicaine et la compagnie Camerco au sujet des modalités de paiement du carburant pour l'avion affrété pour les Lions indomptables. Enquête à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. D'abord, cette nouvelle qui sont loin d'être rassurantes. La pandémie continue de sévir au Cameroun, la pandémie du Covid-19. Les autorités sanitaires s'inquiètent de la multiplication du nombre de cas positifs enregistrés notamment dans la région de l'Ouest, l'une des régions où les mesures barrières, le respect de ces mesures a été relégué aux oubliettes. Du coup, les autorités observent un nombre élevé de cas positifs au Covid-19. Les multiples interpellations peinent à changer le comportement des populations. On fait le point avec Leclerc Tsakem. Ce n'était encore qu'une rumeur jusqu'à une récente date. Désormais, plus de doute, la deuxième vague de la pandémie du coronavirus fait son chemin au sein de nos communautés. Ces derniers jours ont été marqués par une explosion des chiffres des nouveaux cas de contamination dans plusieurs villes et localités du Cameroun. Dans la région de l'Ouest, l'arrondissement de Pékin-Michel fait parler de lui. Environ 18 cas de contamination recensés en moins d'une semaine. Nous avons pour le moment 20 cas actifs, dont tous sous traitement. Et parmi ces 20 cas actifs, nous avons 4 enseignants. Et de l'enseignement secondaire, nous avons 13 élèves, un personnel de santé et 2 communautaires. Une résurgence qui est surtout facilitée par le relâchement des mesures barrières au sein des populations. Les masques de protection sont tombés dans les milieux à fort rassemblement, ainsi que les autres mesures barrières qui sont désormais foulées aux pieds. Ce qui est grave dans cette situation, c'est que dans les établissements scolaires, autant dans les marchés, les lieux de regroupement, on constate un relâchement total du respect des mesures barrières. Face à l'ampleur de la situation, les autorités craignent le pire et tirent la sonnette d'alarme. Un communiqué du gouverneur Awafonka Augustine précise qu'en date du 10 novembre, c'est au total 34 nouveaux cas qui ont été répertoriés dans la région du Soleil couchant, avec 2 décès et 2 patients sous oxygène à l'hôpital régional de Bafoussa. Alors qu'on y a 2 doigts des fêtes de fin d'année, avec sa vague de déplacement des personnes des régions vers d'autres ou des pays étrangers pour passer les fêtes en famille, le gouverneur exhorte les populations à se ressaisir et à renouer avec les mesures barrières. Même son de cloche pour les autorités sanitaires qui évoquent la multiplication des dépistages de masse et l'intensification de la sensibilisation comme moyen efficace de limiter les frasques de cette seconde vague. Le premier objectif à atteindre, c'est d'abord amener le personnel de santé, c'est-à-dire tous les personnels de santé dans toutes les formations sanitaires, à porter le masque lors des consultations, mettre le dispositif de lavage des mains et à s'assurer que c'est respecté, tout le monde, tous ceux qui entrent dans la formation sanitaire sont lavés les mains et ils ont porté leur masque, à respecter la distanciation. Si le personnel de santé sert d'exemple, on se dit en demandant aux communautaires de respecter les mêmes mesures, ce sera un peu plus facile. La région de l'Ouest reste l'une des plus touchées au Cameroun depuis la survenue du Covid-19. À ce jour, l'on a enregistré 1410 cas pour 1290 cas guéris, 68 décès et 54 cas actifs. 9 mois après la survenance de cette épidémie au Cameroun, la région du littoral est la deuxième région la plus affectée du pays après celle du centre. C'est du moins ce que révèle le ministère de la Santé publique en date du 8 novembre 2020. La région du littoral cumule 5 313 cas positifs, 104 décès et environ 5 201 personnes guéries pour un taux de létalité évalué à 2%. Selon le ministère de la Santé publique, 242 personnels de santé y ont été touchés, dont 5 sont décédés. Près de 2167 enseignants ont été dépistés et 51 élèves.
4 enseignants ont été dépistés positifs au Covid-19 et 8 élèves également ont été diagnostiqués positifs à cette pandémie. Ils sont pris en charge, fait savoir le ministère de la Santé publique, ce ministère qui note qu'il y a 478 cas actifs sur l'ensemble du territoire national et les appels sont lancés pour le respect des mesures barrières et le port du masque dans les lieux publics. C'est également une alerte maximale dans plusieurs pays africains, notamment en Guinée-Conakry. La recrudescence des cas graves liés à cette pandémie de Covid-19 a contraint le gouvernement à construire un centre de traitement équipé afin de pouvoir pallier le manque de soins pour les personnes en état de réanimation. Et le Sénégal aussi, pour sa part, a rejoint les pays engagés dans la recherche du vaccin. On voit tout cela dans cette mouture internationale consacrée à l'analyse des efforts des pays africains pour faire face à la pandémie du Covid-19. C'est un reportage signé Nadine Yambou. Le Sénégal est entré dans la course au vaccin contre le coronavirus. En marge du lancement de la plateforme de fabrication des tests de diagnostic rapide des maladies épidémiques et négligées, le ministre sénégalais de la Santé annonce la mise au point dans les prochains jours d'un vaccin contre cette pandémie mondiale. Pour le Sénégal, il est hors des questions de laisser entrer dans le pays tout type de vaccin. Le gouvernement sénégalais affirme avoir pris toutes les dispositions scientifiques en collaboration avec l'OMS pour l'élaboration d'un vaccin de qualité. L'idée ici est de garantir les soins de qualité aux populations et de prévenir au mieux cette maladie qui a déjà fait des ravages dans le monde. Le Sénégal est compté parmi les pays qui totalisent un faible taux de contamination au coronavirus. 8 nouvelles infections, dont 2 importées, ont été enregistrées ces dernières semaines sur près de 600 tests effectués. L'espoir d'un vaccin, élaboré par des chercheurs sénégalais, est salué. Le Sénégal rejoint ici le Maroc et l'Égypte, ces pays africains qui ont accordé un intérêt à la recherche des vaccins candidats contre le coronavirus. Selon l'Union africaine, l'Afrique aura besoin de 12 milliards de dollars et près de 750 millions de doses de vaccins efficaces. En Guinée-Conakry, la courbe de contamination au coronavirus évolue de façon exponentielle. Et le pays se dirige tout droit vers une deuxième vague plus rude que la première, indiquent des médecins. Selon les chiffres de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le taux de positivité est passé de 5 à 10%. Le taux des malades hospitalisés en réanimation a drastiquement augmenté. Cette situation alarmante a contraint le gouvernement à ouvrir un nouveau centre de traitement équipé d'unités de réanimation pour faire face à une deuxième vague. De façon globale, le pays enregistre près de 12 537 cas de coronavirus avec 77 décès. Le retour en flèche du virus dans le pays est dû, selon les spécialistes de la santé, à l'assouplissement des mesures barrières, avec notamment la réouverture des écoles et les lieux de loisirs. Plus encore, au relâchement observé lors de la campagne électorale. Pour les médecins, le virus risque d'être hors de contrôle si des mesures fortes ne sont pas prises pour contrôler l'épidémie. Sur le continent africain, le nombre de cas a grimpé à 1,96 million. Le virus a déjà tué près de 48 000 personnes, indique le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. Sur les corridors Douala-N'Djamena et Douala-Bangui, des transporteurs s'insurgent contre la dégradation de leurs conditions de travail. Cela se traduit par la baisse constante des prix arrêtés d'accords partis entre les États de la sous-région Afrique centrale, la menace d'une grogne des transporteurs qui plane sur ces corridors. Plus d'explications avec Donald Brice-Kamgan et Dallas Tiana. L'anarchie, les transporteurs des corridors Douala-N'Djamena, Douala-Bangui sont amers. L'irrespect des prix dans la sous-région aujourd'hui réduit ces travailleurs à de simples désœuvrés. Aujourd'hui, le prix est tellement varié et variable que chacun fait ce qu'il veut. Il y a une anarchie dans le secteur et nous voulons cadrer. Tous les transporteurs sur le corridor Douala-Bangui sont à terre parce qu'on ne bénéficie pas, on ne jouit pas de notre profession.
Le ras-le-bol est si grand qu'ils n'ont pas trouvé d'autre moyen que de garer leur véhicule à compter du 1er janvier prochain si les patrons que sont les bailleurs de fret ne reviennent pas à l'indispensable orthodoxie dans les prix pratiqués. Ce débrayage concernera aussi bien les transporteurs camerounais que ceux de la Centrafrique et du Tchad. Pour se donner les moyens d'inverser la tendance actuelle, les organisations socio-professionnelles du Tchad, de la RCR du Cameroun, mettent en place une commission mixte pour le contrôle et le suivi des prix réglementaires. Nous allons créer une commission mixte entre l'organisation socio-professionnelle du Tchad, de la Centrafrique et du Cameroun, qui aura un bureau en son sein où désormais nous allons, avant de charger une marchandise, le bailleur du fret ou le propriétaire de la marchandise, pour être en termes terre à terre, doit d'abord nous présenter un bon de commande avec le prix du transport mentionné sur ce bon de commande. Depuis 2005, les syndicats de la sous-région et le fret ont d'accord parti arrêter les prix des transports sur les corridors, mais ceux-ci sont quotidiennement foulés aux pieds en l'absence des moyens de coercition et des patrons peu soucieux des conditions de travail des transporteurs. À titre d'exemple, les 4 200 000 francs CFA pour les camions de plus de 20 tonnes sur Douala-N'Djamena sont ramenés aujourd'hui à 2 millions de francs CFA. L'Afrique centrale à la recherche des financements auprès des bailleurs de fonds, partenaires au développement et institutions financières internationales. Lors d'une table ronde qui s'est tenue à Paris en France, ces différents partenaires institutionnels ont promis de mobiliser près de 3 milliards d'euros pour le financement des différents projets intégrateurs annoncé par la CEMAC lors de cette table ronde. Les différents experts et officiels de la CEMAC se sont félicités de ces promesses et engagements de financement. Cependant, les modalités de mise en place de ces partenariats publics-privés restent à définir. Explication avec Eric Fopoussi. 2494 milliards de francs CFA. C'est le montant collecté par la CEMAC au cours d'une table ronde tenue les 16 et 17 novembre 2020 à Paris en France. Largement au-delà des attentes, la somme obtenue est dédiée au financement des 11 projets intégrateurs de la sous-région. Le montant total des financements annoncés et mobilisés s'élève à environ 3,8 milliards d'euros, bien au-delà des montants qui étaient recherchés. Le financement de 8 projets intégrateurs sur 11 est entièrement bouclé. Pour le suivi de la mobilisation des ressources et de la mise en œuvre des projets intégrateurs, il a été décidé la mise en place d'un comité tripartite, commission de la CEMAC, BDAC et PREF CEMAC. Gilbert Ondongo, président du COPIL, du PREF CEMAC, insiste sur la nécessité de développer l'Afrique. Si nous travaillons avec détermination et entrain au développement de l'Afrique, de toute l'Afrique, il n'y aura vraisemblablement plus de milliers de morts emportés par les eaux de la Méditerranée. Les mots humanité et humanisme retrouveraient ainsi tout leur sens, leur vrai sens, à savoir un collectif des êtres humains qui place chaque personne et son épanouissement au-dessus de toutes les valeurs. Sur les 11 projets intégrateurs, le Cameroun est concerné par 7 d'entre eux. Il s'agit de la construction du pont sur le fleuve Ntem et la facilitation du transport et la sécurité routière sur la route transnationale Kribi-Kampo-Bata reliant le Cameroun et la Guinée équatoriale. La construction de la voie express Lolabé-Kampo, 40 km entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. L'aménagement hydroélectrique de Cholet et les lignes électriques Cameroun-Congo, Gabon-Centrafrique. L'interconnexion des réseaux électriques Cameroun-Tchad, l'interconnexion du Cameroun avec les pays de la CEMAC par la fibre optique et l'université Inter-État Cameroun-Congo. Nous souhaitons que le critère de sélection des opérateurs privés ne soit pas uniquement un critère de prix, mais soit aussi un critère de qualité du travail, car les entreprises françaises, je crois pouvoir le dire, sont réputées pour la qualité de leur travail, mais aussi une qualité d'entreprise citoyenne,
de responsabilité sociale et environnementale et de lutte contre le réchauffement climatique. La Banque de développement des États d'Afrique centrale BDAC, la Banque africaine de développement BAD, la Banque mondiale, Six Capital Holding, entre autres, sont autant de bailleurs de fonds qui espèrent voir ces projets intégrateurs menés à bon port. Dans ce chapitre, déjà affaibli dans un environnement économique morose, les petites et moyennes entreprises sont exposées au risque de faillite du fait de la dégradation de leur bilan après avoir observé des énormes pertes liées à l'impact de la crise sanitaire. Des promoteurs de PME doivent recevoir une ligne de crédit évaluée à près de 10 milliards de francs CFA. Cet appui de la Banque européenne d'investissement fait partie des sources de financement qui s'avèrent insuffisantes pour relancer une production industrielle à long terme. Le ministre des PME, les promoteurs des petites et moyennes entreprises et les partenaires au développement se sont penchés sur cette épineuse question. Évocation avec Donald Brice Kamran et Dallas Tiana. Depuis les premières mesures barrières de lutte contre le Covid-19 à mars, elles sont les plus grandes victimes. Les petites et moyennes entreprises ont vu leur capacité de production réduite, leur chiffre d'affaires baisser drastiquement et leur production au strict minimum. On a eu à réduire les nombres de passagers, la capacité de notre batterie roulant. Sur un bus de 110 places, on était autorisé à porter 50 personnes. Vous voyez donc ça impacte naturellement le chiffre d'affaires. Ça impacte notre fonds de roulement, ça impacte le niveau d'activité, ça impacte notre solvabilité envers les banques. Nous avons eu des retards dans la fourniture, l'approvisionnement en matières premières, qui a pratiquement ralenti, soit baissé notre chiffre d'affaires d'environ 30%. Une banque en activité au Cameroun vient de recevoir une ligne de crédit de 10 milliards de francs CFA. Le financement est du Fonds européen d'investissement pour l'appui aux PME des secteurs agricoles, des transports, des énergies renouvelables et des industries manufacturées. Dans cette même perspective, une opération conjointe avec la Commission européenne, y compris la délégation européenne au Cameroun, est en cours de discussion. Celle-ci visera également à accompagner les PME dans cette période difficile où le Cameroun continue à subir les conséquences socio-économiques de la pandémie de Covid-19. Mais les PME ont besoin des appuis structurels pour leur développement. Le gouvernement dit avoir consenti 114 milliards de facilités fiscales au secteur privé en guise de soutien face aux difficultés qu'elles subissent en cette période de pandémie, tout en sachant qu'il en faudra plus. Nous allons tenir le premier congrès national des incubateurs d'entreprises pour que ce travail qui se fait dans les incubateurs puisse être mis en réseau, que nous puissions partager de bonnes pratiques, mais qu'au terme de cela, nous puissions justement poser les bases du socle d'une modernisation de la capacité d'entreprise, mais surtout de l'entrepreneuriat au Cameroun. Au Cameroun, les PME constituent 98% du tissu productif, mais la problématique de leur suivi est une préoccupation du secteur privé en l'absence d'un cadre juridique et d'une fiscalité particulière pour prendre en compte leurs fragilités structurelles. La plupart meurent avant décollage. Et ces PME ont essuyé un sérieux revers depuis le déclenchement de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En raison de l'insécurité, de nombreuses petites et moyennes entreprises ont fermé leurs portes. D'autres ont dû migrer vers d'autres centres urbains, notamment à Bafoussam, Douala ou Yaoundé. 4 ans après le début de cette crise et à 3 ans après un conflit armé, les autorités administratives affirment que la situation est sous contrôle, notamment dans d'autres régions du Cameroun où il y a des bandes armées qui sévissent également dans plusieurs localités. Les gouverneurs des régions font le point sur la situation sécuritaire dans ce reportage signé Emmanuel Diop et Guy Zogo. Au-delà de l'aperçu général donné par le ministre de l'administration territoriale à l'occasion de la tenue de la 2e session de la conférence semestrielle des gouverneurs, les chefs des régions apportent des précisions supplémentaires relatives à la situation sur le terrain. Dans le nord-ouest, le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique signale une situation sécuritaire qui se normalise bien qu'on ne soit pas revenu à l'époque d'avant. Nos forces de défense qui, dans le cadre de l'opération émergence, ne lésinent sur aucun moyen ou créent les conditions d'une alliance sacrée entre les forces de défense et les populations qui donne les résultats que nous observons sur le terrain aujourd'hui
même s'il y a encore de nombreux efforts à faire de part et d'autre pour atteindre la situation d'avant la crise. Parlant de l'année scolaire en cours, il note un retour considérable des élèves et collégiens dans les écoles. On a plus de 100 000 élèves qui vont à l'école, dans le primaire et presque autant dans le secondaire. Cela voudrait dire que ça a changé, même si on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière, puisqu'il y a encore des localités qui traînent le pas, les unes pour des raisons de sécurité, des autres parce que certaines infrastructures ont été détruites. Plutôt optimiste, Adolphe Lélé Lafrique pronostique que les élections régionales pourront s'y tenir sans encombre. Cette élection est très attendue, aussi bien par la nation que les populations, qui vont voir à partir du 6 décembre se mettre en œuvre le statut spécial qui a été octroyé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et pour lesquels les différents acteurs électoraux sont mobilisés. Toutes les mesures sécuritaires ont été prises pour accompagner le processus. Du côté de l'Ouest voisine, le gouverneur Awa Augustine Fonka parle de l'impératif d'accueillir les déplacés tout en restant vigilant. Nous avons cette obligation de les accueillir, mais en même temps être vigilant pour s'assurer que parmi ces populations, que les sécessionnistes ne puissent pas s'infiltrer pour venir mener et poser des actes dans notre région. Toujours dans le registre des régions en proie à l'insécurité, le gouverneur de l'extrême nord, Ninjiawa Bakari, explique que la situation est revenue à la normale. La situation sécuritaire de la région de l'extrême nord est presque revenue à la normale. Les écoles ont ouvert leurs portes, les hôpitaux, les dispensaires, les populations, les chefs traditionnels ont regagné leur terroir et ont renoué avec les activités qui sont l'agriculture et l'élevage. Enfin, dans le littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois estime que l'insécurité, notamment le phénomène des microbes, se conjugue désormais au passé. C'est un phénomène comme celui appelé microbe. Cela n'a duré qu'un week-end. Et je vous dirais que la plupart de ceux qui ont été auteurs se retrouvent du côté de Newbell aujourd'hui. Du nord-ouest au sud-ouest, en passant par l'extrême nord, l'est et l'ouest, les chefs de terre se veulent surtout confiants, même si parfois la réalité du terrain ne confirme pas cette posture. Parlons à présent du séjour des Lions indomptables au Mozambique, un séjour tumultueux en raison de nombreux dysfonctionnements décriés durant le séjour en terre mozambicaine. D'abord, l'accueil à l'aéroport, ils ont été bloqués durant des heures pour des tests de Covid. Ensuite, l'épisode le plus rocambolesque, c'est la discorde entre l'autorité aéronautique et la compagnie Camerco sur les modalités de paiement du carburant pour l'avion affrété pour les Lions indomptables. Il a fallu l'intervention de l'un des responsables de l'équipe des Lions indomptables pour pouvoir permettre à ce que la situation se décante. Enquête signée Sylvestre Hippolyte Zangaou. Ils ont dû rugir pour venir à bout des Mambas du Mozambique, tellement le séjour des lieux indomptables à Maputo a été perturbé par des dysfonctionnements dans l'organisation sur laquelle devait veiller le pays hôte. Parti de Douala samedi dans l'après-midi, l'équipe nationale de football du Cameroun arrive au Mozambique après plusieurs heures de vol. Mais les péripéties des joueurs et des autres membres de la délégation camerounaise commencent à l'aéroport où ils passent plusieurs heures. Les joueurs, après un match éprouvant, un voyage de 8 heures, on arrive à l'aéroport, on nous met des bâtons dans les roues. Il n'est pas agréable des difficultés qu'on a passées, c'est-à-dire 3 heures debout dans un aéroport. Ce mauvais accueil en terre mozambicaine ouvre des suspicions. Le médecin des lieux indomptables, le professeur William Gatchou, rassuré de ce que tous les joueurs sont négatifs à la Covid-19 suite aux tests effectués à Douala avant le départ de l'équipe à Maputo, reste méfiant. Tous les joueurs ont été testés négatifs à Douala avant le départ. Il peut y avoir des manipulations, donc on essaie quand même aussi de se prémunir à ce niveau. Quelques heures après, négatifs en partant du Cameroun, Franck Zambo Anguissa, Samuel Umgwet et Arnaud Djoum sont déclarés positifs à la Covid-19 par un laboratoire mozambicain. Ils ne joueront pas le match. Le reste de la troupe ayant fait l'essentiel en remportant la rencontre, l'équipe
se dirige à l'aéroport dans l'espoir d'embarquer pour Douala comme initialement prévu. Mais là encore, surgit un autre problème. La compagnie aérienne nationale du Cameroun et l'autorité aéronautique du Mozambique ne s'accordent pas sur le mode de paiement du carburant qui doit alimenter l'avion. Des joueurs prennent l'initiative de régler la note par mode électronique, mais les Mozambicains exigent un virement comme convenu. Résultat des courses, il n'y aura pas de vol. Les joueurs rentrent à l'hôtel et contre leur gré, passent une nuit supplémentaire à Maputo, avant de retrouver finalement le Cameroun ce mardi. Publie reportage dans ce journal, la fondation Fouatoula Kadi de Fotso et la compagnie Assurance Générale Cameroun, entité du groupe Kadi, prime l'excellence scolaire. Pour la 7e édition de la campagne Quality Back to School, près de 18 millions de francs CFA en espèces ont été distribués aux enseignants lauréats. Ensuite, ils ont reçu 70 ordinateurs portables. Cela fait au total 40 millions de francs CFA mobilisés pour récompenser ces enseignants lors d'une cérémonie somptueuse organisée à Yaoundé en présence du secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires, représentant personnel de Madame le ministre. Suivez plutôt ce reportage. Préparer les générations futures par la valorisation et la récompense des principaux acteurs du système éducatif, tel est le motif de la campagne Quality Back to School de l'Union camerounaise de brasserie qui a vu la célébration de sa 7e édition le 14 novembre dernier dans la somptueuse salle de l'hôtel Boons à Yaoundé. Ainsi, la fondation Fouatoula Kadi de Fotso, en partenariat avec la compagnie d'assurance du groupe Kadi AGC, Assurance Générale du Cameroun, soucieuse de contribuer à la valorisation de l'excellence, s'est fixé comme objectif la récompense des enseignants, acteurs essentiels dans le milieu de l'éducation. Je me permets de vous demander de vous lever parce que nous devons avoir une pensée pour tous les professeurs qui sont tombés et particulièrement pour celui qui est tombé derrière nous. Nous allons observer une minute de silence. Merci. Merci. C'est aider les pouvoirs publics à mieux encadrer les professeurs et les enseignants et surtout primer l'excellence. Nous tenons à insister sur l'excellence et la probité. Cérémonie haute en couleur en présence du secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires, représentant personnel de Madame le ministre des Enseignements secondaires, de la directrice de l'orientation, de la vie et de l'assistance scolaire d'OVAS, de la présidente de la fondation Fouatoula Kadi de Fotso, du top management du groupe Kadi et de l'Union camerounaise de brasserie, sans oublier la crème du corps enseignant. Dans le contexte qui est le nôtre, avec la recrudescence de la violence qui meuble le quotidien de notre vie sociale, nous rendons grâce à Dieu pour cette fondation qui a orienté toutes ses activités pour soutenir l'éducation. À travers l'éducation, nous entrevoyons en quelque sorte le développement de notre pays. En formant la jeunesse, nous assurons l'avenir de notre nation. Une jeunesse qui n'est pas formée constitue un danger social pour la nation. Et la fondation qui depuis un bon bout de temps mobilise les moyens pour soutenir les enseignants, soutenir les établissements scolaires et parfois même les établissements universitaires, veut ainsi contribuer à la construction de notre pays. Donc nous ne pouvons que remercier la fondation Fouatoula Kadi de Fotso pour tout le travail qu'ils ont abattu ces derniers temps. Les enseignants, acteurs majeurs de l'éducation camerounaise, ont démontré toute leur gratitude pour la fondation qui, depuis 7 ans, continue de les encourager. I am very, very impressed. Impressed because this is the first time I'm receiving an award as a teacher. I've taught for 31 odd years. And for the minister to recognize my input in the teaching field is very impressive. It's very impressive. I just pray that this is extended to many more teachers, because there are lots of teachers out there who are doing a formidable job. And encouraging them in this way
will make them do more. I also hope that the Kaji Defoso Foundation can extend their largesse to schools in the Northwest and the Southwest regions especially. Pour cette édition 2020 de Quality Back to School, un montant total de 18 millions de francs CFA et 70 ordinateurs portables ont été distribués aux lauréats. Pour la catégorie meilleur établissement au baccalauréat 2019-2020, le collège Mvote, premier dans cette catégorie, repart avec la somme de 3 millions de francs CFA. Le collège La Conquête, le lycée technique de Banengo Bafoussam, le lycée technique de Banganté et le lycée technique de Chang, 2e, 3e, 4e et 5e de cette catégorie, remportent respectivement 2,5 millions de francs CFA, 2 millions de francs CFA, 1,5 million de francs CFA et 1 million de francs CFA pour un montant total dans cette catégorie de 10 millions de francs CFA. Dans la catégorie meilleurs établissements ayant des effectifs de plus de 800 élèves, c'est un montant global de 3,5 millions de francs CFA qui a été reparti entre les deux lauréats de la catégorie. Le lycée technique bilingue de Colbison repart avec 2 millions de francs CFA et se classe premier, tandis que le lycée polyvalent de Bonabéry, classé deuxième, repart avec la somme de 1,5 million de francs CFA. Enfin, la troisième catégorie, meilleure progression au bac 2019-2020 par rapport au bac 2018-2019, a vu récompenser le lycée bilingue de Baleng, premier avec un montant de 2 millions de francs CFA, le lycée technique de Bafang, deuxième avec un montant de 1,5 million de francs CFA et en troisième position, le lycée technique de Berthois qui repart avec un montant de 1 million de francs CFA, soit un total de 4,5 millions de francs CFA pour cette catégorie. La compagnie d'assurance du groupe Kadi, Assurance Générale du Cameroun, en abrégé AGC, partenaire de cette cérémonie, a récompensé les 3 meilleurs chefs d'établissement en leur octroyant une assurance automobile d'une durée d'1 an. Dans le cadre de la campagne QBTS 2020, les parents consommateurs de la KDBI ont été mis à contribution pour la récompense des enseignants lauréats de cette édition. Le principe était que chaque parent consommateur gagnant d'un kit scolaire devait inscrire sur un ticket le nom de l'établissement qui pour lui est le meilleur de sa localité. Après dépouillement, les établissements plébiscités devaient désigner les meilleurs enseignants de leur institution. Ainsi donc, au terme de ces étapes, 15 enseignants ont pu bénéficier d'ordinateurs portables nécessaires à une meilleure optimisation de leurs cours. 10 autres enseignants ont été récompensés pour leur bravoure et leur abnégation, chacun d'eux repartant avec un ordinateur portable. Ces derniers étant à féliciter particulièrement car ils ont continué à exercer dans des zones difficiles en termes de sécurité et de qualité de vie. Le secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires, représentant personnel de Madame le ministre, n'a pas manqué de féliciter l'initiative de la Fondation Fouatoula Kadi Defoso tout en adressant tout son soutien et celui de son ministère au corps enseignant du Cameroun. Madame le ministre des Enseignements secondaires m'a chargé de souligner toute l'appréciation qu'elle a relativement à cette initiative qui vise à célébrer les enseignants les plus méritants autant que les établissements les plus performants. Cette initiative s'inscrit en droite ligne du concept structurant de Clean School que le professeur Nalova Lyonga promeut au ministère des Enseignements secondaires et dont j'ai rappelé qu'il avait 2 dimensions. Une dimension physique et une dimension morale et on pourrait dire de bonne gouvernance. Célébrer les enseignants les plus méritants autant que les établissements les plus performants contribue certainement à former des cadres de qualité qui vont, dans le cadre de leur activité, travailler à toujours améliorer la gouvernance de nos établissements. Quality Back to School a été lancé en 2013 à travers la marque Kadibi de l'Union camerounaise de brasserie, en abrégé UCB, sous l'impulsion du feu patriarche Fouatoula Kadi Defoso et de sa fondation.
Compte tenu de la crise sanitaire Covid-19 qui sévit en ce moment, la cérémonie de récompense de cette année a été subdivisée en 3 étapes. Les 2 prochaines étant Bafoussam pour la région de l'Ouest et Douala pour la région du littoral. Le faste de la cérémonie était rehaussé par la présence d'artistes camerounais de renom, à l'instar de Moustique le charismatique, Bébé Sakis et Isidore Kong dans les sonorités de chez nous. Voilà donc nous sommes présents, les enseignants sont contents. Aujourd'hui vous pouvez encore confirmer que grâce à Kajibien, la fondation offre la nous récompensons toujours les enseignants, mes chers amis. Nous vous disons vraiment merci parce que vous encouragez la culture ici au Cameroun avec la société du CPO. 7 ans plus tard, la Kajibi, au travers de l'entreprise UCB, 100% camerounaise et fière de l'être, continue sa mission citoyenne à travers un pilier essentiel de la société, l'éducation. Ce qui fait de la Kajibi, plus qu'une bière, un patrimoine. Vous l'avez suivi, la campagne Quality Back to School, initiative de la fondation Fatoula Kadi de Fotso, se poursuit. Les autres cérémonies sont prévues à Douala et Bafoussam. Objectif, respecter le nombre maximal de participants et les mesures barrières contre la Covid-19. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui va se dérouler au Cameroun. Les Lions indomptables l'ont une fois de plus emporté devant leurs adversaires, les Mamba. C'était hier à Maputo, 2-0. Mais quel séjour pour les Lions indomptables au Mozambique. Séjour tumultueux en raison de nombreux dysfonctionnements décriés. Vous avez suivi d'abord le fait qu'ils ont été bloqués à l'aéroport pour des tests de Covid. Cela a impacté sur leur performance selon leurs entraîneurs. Ensuite, un épisode le plus retentissant, c'est la discorde entre la compagnie Camerco, compagnie camerounaise, et l'autorité aéronautique mozambicaine sur les modalités de paiement du carburant pour l'avion affrété pour le transport des Lions indomptables. Il a fallu l'intervention de Bill Kato avec sa carte bleue pour payer une partie du carburant parce que la compagnie, l'autorité aéronautique a refusé le cash, le liquide, selon ses explications, liquide proposé par la compagnie Camerco, et ils ont dû passer encore 24 heures parce que l'autorité aéronautique attendait la confirmation du transfert de ce montant de 2000 € de la carte bleue de Bill Kato vers les comptes de la compagnie aérienne. C'est finalement autour de 12h30 ce jour que les Lions indomptables ont pu quitter ce pays après un séjour tumultueux et ses multiples dysfonctionnements. Cédric Nouflet, vous dites que les tests Covid ont impacté sur la performance des Lions. Donc ça veut dire que si ça n'avait pas été ça, on aurait eu un score plus lourd que 2-0, c'est ça? Vous avez vu la performance d'abord ici à la cuvette de B-Panda où ils ont marqué près de 4 buts. Il a fallu attendre de nombreuses minutes de jeu pour voir les Lions inscrire 2 autres buts durant le deuxième match, le match retour au Mozambique. Les entraîneurs, connaissant les capacités de leurs joueurs, s'attendaient à une meilleure performance. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de nos 4 invités. Ils sont là, Éric Pépin Bikaï, Edmond Kouyaté, Maître Fabien Kenyé et Dr Dalvaris Goudjou. Dr Goudjou, commençons par les tests Covid. Des joueurs qui sont positifs, beaucoup d'heures passées à l'aéroport. Premièrement, je vais noter, c'est pas une question de patriotisme,
il y a comme ce manque de fair play pour un certain nombre de nations africaines. C'est vrai que nous avons vu le Gabon, en Gambie, à Banjul, où des joueurs sont couchés à l'aéroport en train de dormir, soi-disant les autorités gambiennes prétendant que les tests qui ont été effectués à Libreville n'avaient pas une certaine crédibilité. Nous avons le cas du Cameroun, où les joueurs qui ont effectué un test. Il faut bien noter au Cameroun, nous sommes parmi les nations en Afrique assez rigoureux sur ces tests-là. Pour ceux qui viennent de l'étranger, ils confirment cela même en Europe, mais ils sont très surpris du caractère sérieux accordé par le Cameroun par rapport au Covid, qui font des tests. Comment vous dites qu'on est surpris? Je vais dire, non, parce qu'en fait, pour certaines personnes, notamment des gens venant d'Europe, ils se disent qu'en Afrique, il y a un certain relâchement. Mais quand ils arrivent dans les aéroports au Cameroun, ils se rendent compte du sérieux. Il y a des gars qui arrivent jusqu'à Douala, jusqu'à Yaoundé, on leur dit non, vous n'avez peut-être vous rentrez chez vous. Et c'est ça. Je crois avec la compagnie Air France, sans publicité, pardon, l'amende c'est 8 000 €. Si vous embarquez une personne avec un test et que vous arrivez au Cameroun, si c'est pas sérieux, vous payez 8 000 €. Et ensuite, vous rentrez avec lui. Donc, les Camerounais sont assez sérieux là-dessus. Donc, qu'ils fassent des tests au Cameroun et qu'ils arrivent à Maputo, que les Gambiens disent que, que les Mozambicains disent que c'est pas sérieux. Et surtout, vous voyez, et comme Cédric l'a bien dit dans son journal, cela a un impact sur le moral des joueurs. D'abord, quand vous fassiez un test, alors que vous avez des tests sur vous, d'attendre quelques heures à peine, cela a un impact sur le moral des joueurs. Mais au-delà, que les gars choisissent quelques-uns des meilleurs de vos joueurs, disent que ceux-là sont positifs au test, mais on va les mettre de côté. Et sur le terrain, probablement, ça a aussi un impact sur la performance. Mais maintenant, vous gagnez le match, vous êtes en train de rentrer et comme vous dites à l'aéroport, il y a des modalités pour le règlement lié au carburant, on ne prend pas le cash. C'est bien vrai que nous, Camerounais, nous devons apprendre à être aussi sérieux. Là, on ne peut pas nier cela. Quand vous avez des accords sur le plan international, donc qui mettent deux nations ensemble, vous devez respecter les accords. Si vous dites que vous allez virer une certaine somme dans le compte de l'autorité aéronautique, faites le virement. Sans ça, rien. Nous sommes tellement habitués au cash. Dans d'autres pays, le cash, c'est souvent les choses ne sont pas sérieuses. Hein. Si vous apportez le cash, vous dites on dit non, on avait dit virement. Puisque quand vous faites le virement, ça ne met personne en danger. Si vous payez cash dans les caisses en aéroport, on ne sait pas le passage, vous les voyez que cela peut suivre et cela peut mettre certaines personnes en difficulté. Mais moi, je pense que quand on est entre les autorités, des responsables qui sont assez sérieuses, nous sommes face à une situation où on n'a que le cash, on peut trouver notre solution, puisque c'est Bichato a payé par sa carte bleue, mais notons que bien avant lui, il y a eu des propositions de régler par la carte Visa et les autorités mozambicaines avaient refusé. Donc c'est après qu'ils ont accepté cela. Moi je pense que c'est de mauvaise foi que des joueurs qui vous avez séjourné au Cameroun, il n'y a pas eu d'incident, pratiquement rien. On a fait du football, vous êtes rentré chez vous. Quelques jours après, on est à Maputo, on a fait du football, on veut même rentrer. Vous essayez de mettre un certain nombre de barrières. Je pense qu'au-delà de tout, c'est quand même un sport. On devrait garder cet esprit fair play. Mais nous, en tant que Camerounais, nous devons être aussi sérieux car un contrat, c'est un contrat. Peut-être que chez nous, on nous blaguons avec cela, mais ailleurs, les gens mettent l'accent sur le respect du contrat. Et au-delà, notons qu'il y a eu un impact extrêmement négatif sur des Camerounais, d'autant plus que cet avion loué à l'Ukraine, c'est le seul aéronef fonctionnel actuellement de la Cameco. Le fait que cet aéronef ne soit pas rentré sur le Cameroun lundi, il y a beaucoup de vols internes qui ont été annulés. Exact. Si les vols sont annulés, ça veut dire qu'il y a des gens qui devaient aller au travail, qui n'ont pas pu, des contacts qui n'ont pas pu être signés. Il y a une distance économique importante et il y a un dommage économique important. Et ce qui est très malheureux pour nos Camerounais, parce que beaucoup d'entreprises ne savent pas encore ce côté de dommage dont les personnes peuvent être victimes. Et pour une compagnie qui a des difficultés, qui vient à peine de lancer, ça fait à peine quelques semaines, ça a commencé à lancer, s'il y a des procès qui sont intentés, ils peuvent avoir des difficultés du fait du manque de sérieux. C'est pas une question d'argent, on avait quand même l'argent, mais on voulait payer plutôt cash. Alors que la somme n'est même pas aussi importante que ça, 2 000 €, 1 300 000 maximum. Je pense qu'on ne peut pas sauver la nation pour ce type de choses. Heureusement qu'il y avait Bichato, c'est ça? Ouais, heureusement qu'il y avait Bichato. Je crois qu'il y a eu une petite preuve de... On a fait montre d'un peu de légèreté dans les contrats. L'amour de la patrie, Bichato. Est-ce qu'il était obligé de faire ça? Non, il n'était pas obligé, mais je crois qu'il a compris qu'il fallait le faire pour qu'il regagne, n'est-ce pas, leur destination. Dr Ngoudjou dit qu'on a d'abord proposé ça, les Mozambicains ont refusé. Oui, c'est pour ça que je dis que nous avons fait preuve de légèreté. Ça, je ne vais pas tenir rigueur. Je vais pas tenir rigueur à la partie mozambicaine. Si dans le contrat, si les termes disaient de manière spécifique que le règlement devait se faire par virement bancaire, il faut s'en tenir au terme du contrat.
voyez, la désinvolture qui caractérise certains des nôtres ne devrait pas s'exporter partout. Il y a des gens qui sont assez rigoureux sur les termes d'un contrat lorsqu'il est passé. Maintenant, après ça, il faut également dire que les Mozambicains, outre cet incident lié au règlement de la quand tu encaisses un but, tu dis remettez-moi mon ballon, je rentre chez moi. Ou alors quand les gens venaient jouer dans votre cour, lorsque tu encaisses un but, tu dis non, ça va. Oui, le match est fini. Donc je crois que ils n'ont pas été suffisamment élégants, ils n'ont pas été suffisamment fair-play parce que aller recuser les tests qui ont été menés de manière professionnelle, ça c'est un manque de fair-play. Maintenir toute une équipe qui est arrivée et qui doit livrer un match dans les prochaines heures, n'est-ce pas, debout dans des conditions assez scabreuses dans un aéroport, ça c'est un manque de fair play. Je crois que c'est un complexe, la dénote d'un complexe, n'est-ce pas, de la part des nations footballistiquement un peu inférieures. Ça la dénote d'un complexe parce que ce n'est pas seulement nous qui en avons été victimes, le Gabon aussi en a payé les frais en Gambie, et donc vous verrez que toutes ces nations-là, ce sont des nations qui n'ont pas une réputation footballistique assez rayonnante, et donc lorsqu'ils accueillent des nations qui sont beaucoup plus soutenues ou alors qui ont une réputation plutôt lourde sur le plan footballistique, je crois que ça crée un peu un complexe avec un doute capacitaire qui se fait en eux, et donc du coup ils pensent se rattraper dans des comportements un peu inélégants comme ils ont fait, mais le plus important, nous avons gagné, nous sommes rentrés avec la victoire, bravo les Lions. Je dirais également que les personnes en charge de certaines questions doivent savoir que suivant qu'on passe d'une législation à une autre, les gens peuvent être extrêmement rigoureux sur les termes d'un contrat. S'il est dit que vous devez payer par virement, ne mettez pas le cash sur vous, parce que si dans leur réglementation il est dit de ne pas percevoir du cash, vous pouvez prendre ça avec beaucoup de légèreté, mais chez eux, ça veut dire beaucoup. Et surtout les nations, n'est-ce pas, de culture anglo-saxon. Il faut se méfier. Chez eux, vous savez, chez nous, ici, on dit according to the law. Chez eux, ça ne rit pas. Et ils sont lusophones, hein, le Mozambique. Oui, ils sont lusophones, autant pour moi. Et entourés de beaucoup d'anglophones. Entourés de beaucoup d'anglophones. Je crois qu'ils ont été, ils ont été absorbés un peu par cette culture. Oui, donc par les autres. Vous savez, donc, il faut que nous apprenions ça. C'est capital. Quand vous avez passé un contrat, lisez les termes, et je crois que ce n'est pas le jour du retour qu'on devait penser à régler. C'est des questions qui devaient être réglées avant. On ne devait pas amener les joueurs, n'est-ce pas, sur le tarmac de l'aéroport et se mettre à se poser la question, est-ce que le carburant? Non, c'est des questions qui devaient être réglées bien avant. Ça n'a pas été fait. Je crois qu'il faudrait qu'on corrige le tir pour éviter à nos joueurs de connaître cette humiliation et par-dessus eux, la nation tout entière. Maître Fabien Kenyé, vous retenez quoi de l'expédition de Maputo? La victoire, le carburant qui est payé par le château, ou bien les tests Covid qui traînent nos tests qui sont remis en cause? Vous évoluez sur quel tableau? Je dois vous avouer que ce qui me reste aujourd'hui comme fierté, c'est l'emblème national incarné par les Lions indomptables. Donc la victoire? Vous savez ce que c'est que cette équipe-là. Voilà. Pour ce qui concerne, donc c'est la victoire qui vous intéresse? Pour ce qui concerne tout Camerounais. Moi, j'aime beaucoup écouter mes prédécesseurs, Edmond, Dr Boudou, qui semble parler de l'équipe de Mozambique avec un peu de mépris. Naturellement, c'est l'orgueil qui caractérise les Camerounais lorsqu'ils sont... Ça témoigne de l'amour qu'ils ont pour leur équipe. C'est très bien de le faire. Voyez-vous, je pense qu'en ce qui concerne le staff, il y a une partie dévolue à la médecine. Et je pense que s'ils avaient suffisamment pris du Fibagras, les tests qu'on a détectés là-bas n'auraient pas été autant positifs. C'est là où je les accuse un peu. Lorsque j'ai eu dit ça, il faudrait bien comprendre qu'en matière médicale, rien n'est jamais sûr
à 100%. On peut faire un test même ici, présentement, aller dans une autre clinique. On vous dit que là, c'est même passé en France. Quand nous avons eu une anecdote comme ça, qui a circulé dans la toile, donc n'accusons pas le Mozambique pour ça. Nous ne pouvons pas juger de la fiabilité de nos tests par rapport aux leurs. Cela dit, je voudrais bien que quelqu'un, ou l'exploiteur, ou tout autre panéliste, me dise tant est-ce que les lions indomptables sont déjà sortis sans qu'il y ait quelques incidents que ce soit. Ça n'a jamais existé. Je crois même à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations de 92, nous avons été récusés à beaucoup de gens qui en ont payé les frais. C'est caractériel. Comme on l'a dit, en matière de convention internationale, on ne rit pas. Qu'est-ce que nous avons là-bas? Comment peut-on organiser une compétition et entendre qu'on est en train de vouloir procéder au paiement? C'est des choses qui se font avant. C'est des choses qui sont préparées des mois à l'avance. On aurait dû nous faire l'économie de cette affaire. Et cela témoigne véritablement de la manière cacophonique avec laquelle nous prenons nos choses comme ça. Nous n'honnons pas du tout. Tout demeurer toujours sur ce qui a clashé là. Quand vous parlez du Covid là, ailleurs on en est à parler des vaccins. Où en sommes-nous? Des vaccins, il me semble qu'on a parlé de Pfizer aux États-Unis. Donc tous les pays ont déjà acheté par avance les tests pour toute leur population. On a parlé d'un autre laboratoire aux États-Unis, c'est Moderna ou c'est quoi là? Moderna. Donc ces tests sont fiables à 94%. Pour vous dire que pour une rare fois, j'ai déjà eu à le dire sur ce plateau, le bon Dieu s'est arrêté en Afrique. S'il ne s'était pas arrêté, pour ce qui nous concerne, je ne sais pas si nos lions indomptables là seraient allés de l'autre côté. Donc cette gestion-là à l'image de notre pays. Et voyez-vous, Serge Alain, pour terminer, rappelez-vous que pour une autre rare fois, que les lions indomptables n'ont pas été suivis dans ces pays-là, mais n'a pas été suivi. C'était à l'occasion du contentieux électoral à la Cour constitutionnelle, pour autant que vous vous rappeliez. Quand c'était un tout petit peu détourné, c'est dit qu'aujourd'hui, les Camerounais ont plus de préoccupations. Pour leur dire, attirer l'attention de ceux qui sont en charge du football camerounais, que c'est tellement important. C'est le seul emblème, c'est la seule chose qui appartient aujourd'hui à tous les Camerounais, de quelque début que ce soit, dans leur entièreté. Il ne faudrait pas que les gens s'amusent avec le fractionnement que nous avons déjà aujourd'hui dans toutes les structures sociales. Ok. Eric Pépin Bikaï, vous retenez quoi de cette expédition de Maputo? La victoire, Del Chateau, ou bien les tests Covid? Il ne faut pas qu'on dise une chose de son contraire. C'est-à-dire, au-delà des manquements, il ne faut pas oublier que l'histoire des rencontres entre les lions indomptables du Cameroun et le Mozambique s'est toujours soldée par des faits divers comme ceux que le Mozambique nous a produit là. Il me souvient qu'en 1999, lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de 2000, que nous avons brillamment remporté, c'était au Ghana et au Nigeria, il y a eu un pareil incident. La délégation camerounaise qui se rendait à Maputo pour un match retour, si je ne me trompe pas, a été victime d'un mauvais accueil. On les a accueillis dans un hôtel digne d'une équipe de deuxième division des régions du Cameroun. Et la délégation à cette époque-là n'a pas apprécié. À côté de ça, il y avait une sorte de tension dans l'air au niveau de la ville. Et je me souviens que le président Joachim Chissano de l'époque est arrivé au stade avec un hélico. Il a atterri au milieu du stade, juste pour intimider. Et puis, cette équipe de l'époque, il y avait le jeune Eto qui a intégré nouvellement l'équipe après sa Coupe du Monde de 98. Mais il y avait des ténors comme les Mboma, les Marc-Vivien Foué, les Womunde, les autres, Kalankongo. Ils ont copieusement donné un raclé au Mozambique, je pense que c'était 6-0. Et ça permet de faire refroidir toutes les adhérents, toutes ces velléités de provocation mises sur pied par les Mozambicains et le staff technique de cette époque-là. Donc, je pense quand même que sur les textes, par exemple, de nos joueurs, négatif au départ de l'aéroport international de Douala, comme disait David tout à l'heure, et positif à l'aéroport international de Maputo. Mais il faut également essayer de voir le nombre de joueurs qui étaient posés. C'est-à-dire on a dépouillé l'équipe nationale de son milieu de terrain. C'est Zambangisa, c'est Umgwet et c'est Djoum, c'est-à-dire les tauliers de cette équipe-là. Donc,
sorti de là, quel qu'en soit les cas, les Mozambicains... Donc vous pensez que c'est un complot? Maître Kenya dit non, vérité à Douala, erreur à Maputo. Non, il n'y a pas un hasard. Comment les tests, on sait que le Covid, c'est peut-être une envolée de la température et qu'il y a des hommes naturellement qui ont des températures très élevées. Donc ça veut dire que ce n'est pas assez significatif de dire que parce qu'on a mis un pistolet sur le front d'un individu et que sa température indique 41, ça veut forcément dire qu'il a le Covid. Il faut qu'on sorte de là. Mais je suis en train de dire que regarde la nature des joueurs qui ont été détectés positifs. Moi qui suis un peu un amateur de football, c'est Zambanguissa, c'est Djoum et puis c'est Umgwet. C'est-à-dire c'est le taulier de l'équipe, c'est le milieu de terrain en termes de seconde barrière. Donc ce n'était pas un hasard. Au sorti de là, ils ont pris 2-0. Il se trouve qu'il fallait qu'on gère encore les faits divers, on n'a pas transféré, ainsi de suite. Bon, peut-être là, ça s'est transformé comme étant vraiment un véritable blocus qui a montré aux yeux du monde peut-être les erreurs du management par rapport à l'équipe nationale. D'un côté, l'équipe nationale, mais de l'autre côté, le client qui était pour la circonstance Kameko. Mais quels qu'en soient les cas, ce qui peut nous réjouir, c'est que les enfants sont rentrés à la maison avec une victoire. C'est vrai, ça va causer des dommages, mais retenons tout simplement cette victoire, le fait qu'ils soient rentrés à la maison, tout simplement. Ok. Docteur Goudjou, dans bientôt, nous allons mettre la clé sur le paillasson. Qu'est-ce qu'on retient donc pour ce qui est de l'état civil? En quelques mots, qu'est-ce qu'on devrait faire? Je pense vous semblez sceptique? Vous pensez non, que pas sceptique, pas sceptique. Des étrangers peuvent profiter de l'occasion pour... Ils vont pas Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, il faut d'abord, la conscientisation doit continuer, les opérations de communication doivent continuer. Ce serait très important que nous puissions impliquer les autorités religieuses et traditionnelles, comme je l'ai dit un peu plus haut, mais c'est aussi extrêmement important de voir comment digitaliser tout cela. C'est possible. Ouais. Et si on digitalise, ça devient extrêmement moins cher. Au lieu d'établir un document entre 10 000 et 25 000 francs, à digitaliser même sur votre lit avec un périphérique qui s'appelle le téléphone, un ordinateur, on remplit les informations et ça va dans une base de données quelque part, ça peut être au Bureau national de l'état civil et tout est sécurisé et cela ne coûterait pratiquement rien, que ce soit à l'État ou que ce soit à l'individu. Et je pense que si on le fait, nous allons remarquer que le taux des enfants qui n'ont pas date de naissance va commencer à décroître. Maître Fabien Kenyé. Je voudrais dire que vivement l'État organise les journées massives d'établissement d'actes de naissance pour pallier à ce qui a déjà été fait, pour parler comme docteur Goudjou, qu'on essaie de créer un fichier national informatique pour justement établir et sécuriser les actes de naissance. Et quand j'ai dit journée massive d'établissement d'actes de naissance, qu'on fasse appel aux experts que sont, par exemple, les avocats, tout le barreau du Cameroun serait peut-être prêt à leur porter assistance. Le barreau du Cameroun n'est pas qu'un contre-pouvoir, il fait partie de la société. Ok. Éric Pépin Bikaï. Non, moi je propose deux solutions. La première solution, il faut qu'on rende l'établissement de l'acte de naissance gratuit pour les nouveau-nés, de manière automatique. La deuxième solution, c'est de pouvoir densifier l'offre en termes d'institutions qui régissent et encadrent la nationalité camerounaise. Il ne faut pas oublier que la loi de 2006, je pense sous le contrôle de maître, prévoyait la création de tribunaux dans chaque arrondissement. Donc on devait être à date à peu près à 360 tribunaux dans l'ensemble du territoire, puisqu'on a à peu près 360 communes ou 360 arrondissements. Donc cela également est un déficit. Et puis si on regarde un peu le rôle des officiers, est-ce que les officiers ont un salaire? Et là on comprend, si on dit non, on comprend pourquoi l'établissement de l'acte de naissance est si onéreux pour des familles qui sont déjà paupérisées. Donc il faut vraiment que ce projet d'établissement massif tienne compte de tous ces paramètres. Le BUCREF, qui est le Bureau national de l'état civil, essaie de jouer son rôle. Mais surtout, il faut qu'on aille sur le sens des propositions d'Alvarez, essayer d'informatiser ces actes de naissance. Il faut également se réjouir de ce que fait la direction, la délégation générale de la Sûreté nationale ces jours-ci, avec l'arrivée de la nouvelle procédure de l'établissement de la carte d'identité, qui, dans le process, quels qu'en soient les cas pour ceux qui ont fait les nouvelles cartes, on sent quand même une certaine sécurisation de l'acte de naissance, parce que tout part de là. Quand un acte de naissance n'est pas de qualité, quand il n'est pas authentifié, il y a de fortes chances que ton dossier soit rejeté avant même que la procédure ne puisse continuer. Donc, l'identité, c'est ça? Non, j'ai dit avant même, c'est-à-dire qu'il y a des actes de naissance qui arrivent avec ce... Avant, on faisait les cartes d'identité comme ça. Maintenant, avec la nouvelle procédure, il y a des mécanismes de vérification. Ça veut dire que si un acte de naissance n'est pas authentifié au niveau même, en fait, si les officiers chargés d'établir la carte d'identité se rendent compte que ton acte a des éléments
qui indique des doutes, il est fort probable qu'on te fasse renvoyer à la maison afin que tu apportes un acte de naissance qui soit authentifié. Ok. Edmond Kouyaté, oui, pour terminer, je veux dire, j'ai un souci avec les propositions de d'Alvarez et Pépin. Et c'est pour ça que je disais que chacun conçoit un peu le Cameroun dans son empreinte vertiginale. Et ça, c'est très dangereux. Lorsque vous demandez la digitalisation de l'acte de naissance, est-ce que vous avez tenu compte que la grande majorité de notre territoire camerounais est rural et que vous avez tenu compte que le taux de couverture en électricité, je dis seulement en électricité dans la zone rurale, c'est moins de 25%, c'est 22%. La couverture est en énergie électrique. Donc je n'ose pas dire le taux de pénétration de l'Internet, comment est-ce que vous allez avoir, parce que quand vous parlez de digitaliser, je comprends qu'il y a une base de données centrale avec, n'est-ce pas, des terminaux où on centralise, n'est-ce pas, le fichier. Non, il faut donner des solutions qui marchent chez nous. C'est possible. Ce que je veux dire, non, attention. Ce que je veux dire chez nous, c'est que nous avons des défis beaucoup plus importants qu'il faut d'abord, il faut éviter de mettre la charrue avant les bœufs. par contre, je suis d'accord pour, n'est-ce pas, l'organisation des journées massives, n'est-ce pas, d'établissement. Et par rapport, contrairement à vos inquiétudes, je crois que cela soumis à un protocole technique. Ce n'est pas comme si on va se mettre comme ça et chacun va venir dire du plus petit au plus grand, je n'ai pas d'art. Et puis du coup, non, je crois que ça sera soumis à un protocole technique.